Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Mireille Nicolas, Henri Bosco, Le Mathéotime 2011. Nathalie de Courson, Nathalie Sarraute, La peau de maman 2010. René Agostini, Théâtre poétique et ou politique, 2010. Joël Bonninponnier, Les concours à table, 2010. Christine Lara, Pour une réflexion xomuno-culturelle de la lecture, 2010. Bernard Poche, Une culture autre, La littérature à Lyon 1890 à 1914, 2010. Lali Second, De la déficience, représentation imaginaire, perception du handicap dans la littérature contemporaine 2010. Claude Friou, Le chantier russe. Littérature, société et politique. Tome 1, écrit 1957 à 1968, 2010. Céline Giton, Littérature d'ailleurs. Histoire et actualité des littératures étrangères en France, 2010. Hassan Wabi, La beauté de l'absent 2010. Claude Hersfeld, Paul Nizan, écrivain en liberté surveillée 2010. Charles Weinstein, texte réuni par Récits et nouvelles du Grand Nord 2010. Paul Tyran, Edmond Combe. L'Abyssinien. 1812 à 1848. La Passion de l'Orient 2010. Paul Plouvier, Pierre Thoreil poète, Entre splendeur hellénique et méditation hébraïque du souffle, 2010. Tommaso Meldolesi, Sur les rails. La littérature de voyage de la réalité aux profondeurs de l'âme, 2010. Cynthia Anne, coordonnée par Esa Agamalak. À la croisée des regards, 2010. Miguel Couffon, Marlène Haushofer. Écrire pour ne pas perdre la raison, 2010. David Elparis, Albert Hadès et Albert Josipovici, écrivains d'Égypte d'expression française au début du XXe siècle, 2010. Autres ouvrages publiés par les deux auteurs de ce volume. Ahmed Beroho, Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith, S. La Dire 2, collection autour des écrivains maghrébins, Paris, Aide l'Harmattan 2010. 296 p. Assia Djebar, Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith, S. La Dire 2, collection autour des écrivains maghrébins, Paris, Aide l'Harmattan 2008. 379 p. Malika Mokedem, Najib Redouane, Yvette Benayoun Smith et Robert Elbaz, S. La Dire 2, collection autour des écrivains maghrébins, Paris, Aide l'Harmattan 2004. 352 p. Algérie, Nouvelles Écritures, Charles Bonne, Najib Redouane et Yvette Benayoun Smith, S. La Dire 2, collection Études littéraires maghrébines numéro 15, Paris, Aide l'Harmattan 2001 268 p. Parcours féminin dans la littérature marocaine d'expression française, Yvette Benayoun Smith et Najib Redouane, Toronto, Aide la Source 2000 202 p. La traversée du français dans les signes littéraires marocains, Y. Benayoun Smith, H. Bouraoui et N. Redouane, S. La Dire 2, Toronto, édition La Source 1996 253 p. Najib Redouane. Ouvrage de critique. Diversité littéraire en Algérie, Paris, Aide l'Harmattan 2010 298 p. Vitalité littéraire au Maroc, Paris, Aide l'Harmattan 2009 371 p. Clandestin dans le texte maghrébin de langue française, Paris, Aide l'Harmattan 2008 258 p. Écriture féminine au Maroc, Évolution et continuité, Paris, Aide l'Harmattan 2006 268 p. Francophonie littéraire du Sud, un divers singulier, S. La Dire 2, Paris, Aide l'Harmattan 2006 286 p. Tarbes écrit Najib Redouane, S. La Dire 2, collection autour des écrivains maghrébins, Paris, édition l'Harmattan 2003 278 p. Rachid Mimouni, Entre engagement et littérature, Harmattan. Paris, 2002 268 p. Rachid Mimouni, Najib Redouane, S. La Dire 2, collection autour des écrivains maghrébins, Toronto, Aide la Source 2423 p. 1989 en Algérie. Rupture féconde ou rupture tragique, Najib Redouane et Yamina Mokadem, S. La Dire 2, Toronto, Aide la Source 1999 261 p.
Recueil de poésie. Najib Redouane. Ombre confuse du temps, Montréal, édition du Marais 2010, 71 p. Ce soleil percera-t-il les nuages? Montréal, édition du Marais 2009, 70 p. Lumière fraternelle, Montréal, édition du Marais 2009, 66 p. Le blanc de la parole, Montréal, édition du Marais 2008, 66 p. Paroles éclatées, Montréal, édition du Marais 2008, 66 p. Songes brisés, Montréal, édition du Marais 2008, 66 p. Yvette Benayoun Smith. Écho de souvenance, Montréal, édition du Marais 2009, 66 p. Remerciements. Plusieurs personnes ont contribué à rendre possible la réalisation de cet ouvrage sur l'œuvre romanesque de Gérard Étienne. Nos premiers remerciements vont à Natania Étienne pour sa gentillesse, son soutien et les diverses aides qu'elle a bien voulu nous accorder. Notre reconnaissance va également aux individus qui ont soutenu ce projet, honorant noblement leur engagement. Nous tenons à remercier sincèrement les personnes suivantes: Meana Amrani, Aimé Avolonto, Safwa Babana Hampton, Catherine Barr, Peter Klaus, Mireille Le Breton, Alexandrou Mattei, Mathilde Mezavej, Yamina Mokadem, Efstracia Octapoda ainsi que Judith Sinanga Holman. Enfin, nous exprimons notre gratitude à Emmanuel Moisan et les éditions de l'Harmattan pour leur soutien dans la publication de ce livre. Et à tous les lecteurs et lectrices de cet ouvrage, nous souhaitons une bonne lecture espérant qu'ils trouvent ici le goût de connaître en profondeur l'œuvre romanesque de Gérard Étienne, considéré comme l'un des grands écrivains de la diaspora haïtienne au Canada. À Natania. Muse éternelle. De Gérard Étienne. Quintessence de toutes les femmes. Enchanteresse de son univers sentimental. Et compagne essentielle. En toute complicité intellectuelle. Année après année. Les larmes pleurant ton grand départ ne sécheront point. Le vide que tu as creusé en quittant prématurément ce monde mortel sera toujours béant, fixé dans la douleur de l'absence. Mais pour que demeure vivant le flambeau de ton idéal, et que ton astre continue de briller d'une éternelle lumière, ton étoile errante porte l'ombre de ton ombre, et les mains généreuses d'amis fidèles l'entourent et la soutiennent, sans fin sans trêve, pour que demeure vivant le flambeau de ton idéal. Ainsi tu fus et tu restes lueur vive, à travers les yeux de Natania. Najib Redouane. Lumière fraternelle, page 64. Et de mon chant littéraire, qu'on chantera partout, quand le genre humain retrouvera sa plénitude première. Gérard Étienne. Natania, page 106. Najib Redouane. California State University, Long Beach. États-Unis. Yvette Benayoun SZMIDT. Glendon Université York. Toronto, Canada. Gérard Étienne, itinéraire d'un homme et d'une œuvre. Gérard Étienne, né au Cap-Haïtien le 28 mai 1936 et décédé à Montréal le 14 décembre 2008, est à la fois poète, romancier, essayiste et dramaturge. Il est aussi parmi les Haïtiens en exil qui ont opté pour le Canada, à investir cette écriture migrante qui occupe une place de plus en plus considérable dans le champ littéraire québécois. Par la réalisation d'une œuvre féconde qui se distingue par une nouvelle esthétique d'écriture, il contribue à l'émergence d'une production romanesque haïtienne en diaspora qui se démarque très nettement de la tradition littéraire dans le pays des origines. Dans son ouvrage Le pouvoir des mots, les mots du pouvoir d'eux, Jean Jonassin relève des paramètres importants voire intéressants qui établissent une différence entre les écrits de la tradition haïtienne et ceux de la diaspora. En fait, ce qui caractérise justement Gérard Étienne, c'est la réappropriation de l'ici et de l'ailleurs où la mémoire originelle n'a jamais été oubliée, délaissée, écartée ou oblitérée, mais plutôt incluse, insérée et modelée dans la trame narrative, constituant même la matière première de la fiction. Pour l'écrivain,
l'exil politique, qu'il avait arraché au même titre que d'autres hommes et femmes de leur milieu habituel pour les transplanter dans un ailleurs étranger, n'a jamais réussi à effacer ou à gommer l'exil intérieur qui continuait à vibrer en lui, rendant difficile ou quasiment impossible de vivre complètement le deuil des origines. 3. À lire son œuvre abondante, on retrouve aisément, par sa teneur politique et sociale ainsi que par sa diversité thématique et littéraire, l'influence des cultures françaises 4, antillaises 5 et québécoises 6, sur son parcours, de sa terre natale à sa terre d'adoption, sur ses rencontres, ses déceptions, ses prises de position et ses cris de révolutionnaire engagé. Elle illustre parfaitement l'originalité et la force de la prise de parole de cet écrivain, qui a toujours refusé d'être un spectateur passif devant les horreurs et les injustices sociales du monde. À dire vrai, l'œuvre d'Étienne est d'abord perçue comme la mémoire vivifiante de sa vie turbulente dans le pays natal, de son combat politique et de son exil. Elle se lit comme une critique acerbe, sans complaisance et jusqu'alors inouïe, du pouvoir politique ressenti avec des dirigeants corrompus qui se sont succédés à travers le temps, ayant trahi les attentes et les espoirs du peuple haïtien. Lieu donc, éminemment idéologique et révolutionnaire si on l'aborde selon cette optique. Cela dit, le rôle qu'Étienne joue et la place qu'il occupe dans la littérature haïtienne de la diaspora constitue la clé de voûte de son dynamisme et de sa spécificité, voire de sa particularité en tant que poète, romancier mais aussi essayiste ayant démontré une grande diversité dans l'écriture. Dans l'évocation de ses souvenirs lointains, il revisite les lieux d'une enfance malheureuse qui demeure inoubliable, marquée de rapports conflictuels et de fréquentes disputes entre ses parents, de l'abandon de la mère s'enfuyant pour retourner vivre en Dominicanie et de la cruelle sévérité du père. Une mère qu'il ne reverra que 25 ans plus tard. Quant au père, il dilapide sa grande fortune et se débarrasse de lui en le plaçant sous la férule de 3 femmes 7. Ce sont des années passées dans les privations, les punitions, les insultes, les réprimandes, les fessées, les gifles et les isolements dans une habitation de misère au sein de ces quartiers populeux de Port-au-Prince. Dans ses entretiens, l'écrivain a toujours tenu, en insistant sur certains éléments autobiographiques, à préciser la particularité de son enfance, bien joyeuse au début, jusqu'au moment de la chute parentale avec ses effets graves et ineffaçables et ses perturbations affectives sur le développement de son être. Je suis né au Cap-Haïtien, un beau jeudi matin. J'ai lancé mon premier cri à l'existence le 28 mai 1936. D'aussi loin que je remonte dans le temps, à l'âge où l'on commence à voir, à observer surtout, entre 3 ou 4 ans, je peux dire que cette enfance n'a pas été mauvaise. Au contraire, l'enfance, la toute petite enfance était joyeuse avec ma mère, une mère très belle, très jeune. Elle avait 21 ans quand je suis née, Altagracia. Il y avait entre nous une espèce d'amour, je dirais, presque tyrannique. Je m'accrochais à sa jupe, et elle me portait dans ses bras pour aller à l'église adventiste du 7e jour. Ma mère vivait avec ma sœur Ruth et moi. Mon père qui était vaudouisant l'a laissée parce qu'elle était adventiste. Il l'a laissée pour une vaudouisante comme lui. Mon père était un grand commerçant, un grand boulanger. On m'a dit qu'il était le 10e homme le plus riche de tout le département du Nord. Tout allait bien quand est arrivée la première tragédie de ma vie. Mon père a coupé systématiquement les vivres à ma mère et alors a commencé pour nous une vie de misère. C'était dur, très dur. Un autre fait qui a marqué ma vie, c'est qu'un beau matin mon père a fait son apparition chez nous et m'a enlevé d'autorité des mains de ma mère pour me placer chez un oncle. C'est une tragédie dans la vie d'un garçon, ce premier départ 8. Il évoque aussi le temps de l'engagement politique où très jeune, il s'oppose à une dictature oppressante et sanglante instaurée par François Duvalier aidé par sa police terrible et terrifiante, les tontons Macoute. Son entrée en politique, où il prend part à des mouvements de contestation contre le gouvernement de Paul-Eugène Magloire, lui a permis de visiter le pénitencier national de Port-au-Prince. Surpris en train de distribuer des tracts anti-gouvernement aux côtés de Luc B. Innocent, un des tout premiers opposants qui avait affronté la dictature militaire, il est arrêté et sévèrement réprimandé malgré son âge. Il n'a que 15 ans. Après quelques mois d'emprisonnement, le jeune garçon est libéré et retourne dans sa ville natale pour suivre ses études. Mais il est complètement transformé. Cette descente aux enfers l'a marqué à jamais. 4 ans plus tard, il est admis dans le corps d'aviation de l'armée d'Haïti puis se fait révoquer 1 an après.
Il s'était révolté contre les abus de certains dirigeants, ce qui lui avait valu un mois dans un cachot, nourri au pain et à l'eau. Les convictions politiques de l'écrivain ne vont pas changer ni s'atténuer, et deviennent même un des piliers de son engagement quand il commence une carrière d'enseignant qu'il mènera parallèlement à ses activités de journaliste et de poète, jusqu'à son départ pour le Canada. Il dénonce le régime dictatorial, les privilèges des classes dirigeantes, les compromissions du personnel politique et du clergé haïtien. Il s'insurge contre les excès du pouvoir de l'État et toutes les formes d'injustice. Durant sa vie, aussi bien dans ses écrits que dans ses diverses actions, sa lutte demeure systématique, continue et manifeste sur plusieurs fronts à la fois. Sur le plan de la création littéraire, il publie successivement de la poésie, Au milieu des larmes 9, Plus large qu'un rêve 10 et La raison est mon amour 11. Il refuse d'accepter l'idéologie sur la négritude, façonnée par René Pignon, collaborateur à la revue Les Griots et ami de François Duvalier, ce qui le pousse à réagir vivement en signant dans Essai sur la négritude 12, sa position ouvertement polémique et contestataire de l'utilisation de ce concept qui avait été avancé pour valoriser la race noire. Ce refus est utilisé par certains intellectuels et politiciens haïtiens opportunistes et malhonnêtes, qui s'en servent pour alimenter leurs discours politiques, accentuer les divisions du peuple et attiser les luttes des classes. Disciple du marxiste haïtien, le grand romancier et médecin Jacques-Stéphane Alexis, il participe à un complot contre le gouvernement fasciste de François Duvalier. Le 15 août 1961, il est arrêté et mis en prison à l'âge de 23 ans. Il est cruellement torturé, à telle enseigne que les mauvais traitements subis lui valent 3 jours de coma. Malgré la douleur et la souffrance, malgré le poids et la cruauté de ces années de plomb où le régime de Duvalier, qui s'est proclamé président à vie, a dépassé toutes les limites pour imposer un pouvoir dictatorial d'une sévérité inégalée, Étienne est resté fidèle à lui-même. Principe et symbole de courage et de détermination, la contestation devient pour l'écrivain une raison d'écriture poétique avec Gladys XIII. Dans ce recueil, il relate la cruauté de la torture dans les prisons de sa terre natale, la solidarité des camarades, la peur devant l'incertitude du temps et le désarroi devant l'ampleur des injustices. Tout en continuant d'enseigner et d'amorcer une carrière de journaliste, il fonde le groupe culturel Samba, qui deviendra Haïti littéraire. En même temps, il participe à la critique littéraire et sert de reporter au quotidien Le Nouvelliste 14 et Panorama 15. Il publie aussi un ouvrage important, intitulé Le nationalisme dans la littérature haïtienne 16, qui indique clairement sa préoccupation, en tant qu'intellectuel, à l'égard de cette thématique cruciale et judicieuse, et qui témoigne de la profondeur qu'il accorde à l'acte d'écrire et au rôle de l'écrivain dans le champ littéraire haïtien. La terreur règne et tout le monde vit dans la peur. Le régime se lance dans une dérive barbare marquant l'ère duvalieriste d'une obscurité pesante et étouffante. La vie est tentée par la misère, la famine, les arrestations arbitraires, les abus du pouvoir, les emprisonnements massifs et la mort. Le peuple haïtien est emmuré dans un grand espace carcéral de plus en plus complexe, dangereux et tyrannique. Emporté par la vague de l'exil et de l'errance, la fuite vers l'ailleurs apparaît comme le seul moyen pour survivre dans une terre qui dévore ses propres enfants. Submergé par des problèmes personnels insolubles et des conflits d'ordre professionnel et politique, Gérard Étienne n'avait plus de choix que de partir, emportant le strict minimum 17. Le 15 août 1964, l'écrivain s'exile au Canada, débarquant à Montréal sans argent et sans passeport pour commencer une nouvelle aventure de vie. Pour subsister dans son nouveau pays, il fait plusieurs métiers, notamment comme ouvrier dans une usine et infirmier à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il entreprend aussi des études de littérature et de linguistique à l'Université de Montréal 18. Parallèlement à ses études, il enseigne au lycée Da Silva 19 et travaille comme reporter au quotidien Métro Express et au journal Quartier Latin. Il enseigne également au collège de Matane 20 et collabore au journal La Voix canadienne. En 1966, 2 ans après son installation à Montréal, il salue cette ville dans un long poème lyrique 21, dans lequel il la présente comme terre d'accueil qui lui a ouvert les voies de l'apaisement de son être blessé et saccagé ainsi que les chemins de libération et d'espérance loin du pays natal.
Ce dernier l'a marqué d'une manière indélébile et il garde en mémoire ses souvenirs troublants, ses souffrances, ses douleurs, ses tortures, ses séparations, ses deuils et ses nuits cauchemardesques. Très actif dans les milieux littéraires québécois, il le devient aussi au niveau politique puisqu'il milite au sein du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Mais c'est en 1967, quand il rencontre Natania Feuerwerker, qui deviendra la compagne de sa vie, que le tournant de toute son existence va se produire. Elle deviendra non seulement son épouse, mais sa camarade, son amie, sa collaboratrice, sa muse inspiratrice, dont il fera un thème poétique magistral. Il lui dédie plusieurs pages poétiques dont certaines magnifiques dans Dialogue avec mon nombre 22. Jenner Desrochers souligne l'importance capitale et la présence déterminante de Natania dans sa vie. Pris par l'immensité de son amour, Étienne construit l'essence de tout son être autour d'elle. Natania n'est pas pour Gérard une relation amoureuse ordinaire, elle est la quintessence de toutes les femmes qui ont enchanté son univers sentimental. Quand sur son cœur on presse le bouton Natania, l'homme est comme saisi d'une illumination et avec un décrescendo dans la voix et la mimique d'un oracle en vaticination, se met à débiter des déclarations blasphématoires. Natania. 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 L'amour que j'éprouve pour elle a atteint une dimension métaphysique. Elle est aussi essentielle dans ma vie que ma foi en Dieu. Que serais-je sans Natania? Natania. Natania. Natania 23. Gérard Étienne et Natania Feuerwerker se sont mariés à Toronto, le 24 février 1986 et ont eu 2 enfants, Joël et Michaela et 2 petits-enfants, Gabriela et Rafaela. Ils étaient toujours ensemble jusqu'au grand départ de Gérard, qui n'a cessé de chanter la grâce et la beauté des yeux de sa bien-aimée 24. Le dernier témoignage d'amour qu'il lui offrit fut son dernier recueil, Natania 25. De son côté, Natania demeure habitée par la présence de cet homme rencontré dans une salle de cours où elle était assise parmi d'autres étudiants 26. Il était venu chercher des collaborateurs pour la revue de la faculté. Dès qu'elle le vit, elle comprit qu'elle venait de rencontrer l'homme de sa vie 27, et après leur rencontre dans le café Le Bouvillon, ils scellèrent à jamais leur destin. Elle avait 19 ans et lui 31. Gérard se convertit au judaïsme par amour envers Natania. Après sa mort, Natania continuera de porter le flambeau et racontera dans des chroniques qui paraissent dans Haïti Observateur l'unicité et la force de leur union qui a traversé le temps et l'espace malgré vents et marées. Sur la raison d'être de ces chroniques, elle confie ce qui suit. Gérard était un homme qui était poète, il anticipait, il a toujours dit « Je saurai quand viendra le jour de ma mort ». Est-ce pour cela qu'il s'était attelé à écrire des chroniques pour Haïti Observateur 28, à l'avance? Cet être extraordinairement discipliné et organisé envoyait sa chronique hebdomadaire le jeudi pour le mardi suivant. Celle-ci était intitulée « La Révolution tranquille haïtienne », tranquille référant à la Révolution tranquille québécoise qu'il admirait et souhaitait pour Haïti. Le dimanche 14 décembre quand il est décédé, la chronique avait donc été déjà envoyée au journal. Il me dirait, tu vois j'avais tout prévu, le journal l'a donc publié après son décès. Quand je me suis relevée après la semaine de deuil, le dimanche suivant, j'ai cherché dans son ordinateur et j'ai trouvé une autre chronique, et quand j'ai parlé à Léo Joseph, le directeur du journal, je lui ai demandé de ne pas fermer la chronique. J'avais l'impression que si elle disparaissait, il serait vraiment mort. Très généreusement Léo m'a donné carte blanche loin de s'imaginer le succès de l'entreprise. Je ne pouvais pas écrire comme Gérard, mais je pouvais parler de nous, ce que je fais depuis plus de 80 semaines. Cette forme d'écriture un peu vieillotte a suscité tant de réactions, que j'ai décidé éventuellement de la publier sous forme de livre. J'ai dû choisir le titre rapidement puisque David Bensoussan voulait en publier un extrait dans son anthologie des écrivains séfarades du Québec, qui contient 4 noms séfarades, dont Gérard Étienne. Cela sera « Étoile du Nord ». Je suis une juive du Nord et Gérard est selon la terminologie haïtienne un homme du Nord puisque né au nord d'Haïti au Cap-Haïtien. Il y a toute une légende sur les hommes du Nord courageux et droits, qui convient bien à Gérard Étienne. Enfin l'étoile est une référence à l'étoile de David. J'ai hésité puisqu'elle a été souillée par les nazis. Mais finalement puisque d'un côté elle était le point de repère des esclaves qui fuyaient du sud des États-Unis vers le nord et la liberté,
la liberté aura ses limites au nord aussi malheureusement. Ceux qui les aidaient leur demandaient de la suivre. De l'autre comme les esclaves, nous avons survécu et redonné à l'étoile bleue tout son éclat. L'étoile du Nord appartient à tous les êtres humains, et cela correspond à notre vision du monde. Les lecteurs me demandent un livre. Il devrait paraître d'ici le printemps prochain 29. Il convient de souligner que l'activisme politique d'Étienne sera source d'ennuis supplémentaires, car on le taxera de personnage dangereux aux yeux du gouvernement canadien qui va lui refuser l'obtention de la résidence permanente en 1968. Il décide de poursuivre ses études en France, notamment à Strasbourg, où il obtiendra un doctorat en linguistique 30. Il commence à enseigner à l'université de Moncton en 1971, et après l'obtention de son doctorat, devient professeur de linguistique et de grammaire supérieure à Moncton en Acadie jusqu'en 1978. En 1979, il y fonde le module Information-Communication où il enseigne le journalisme. Il collabore au Devoir 31, et il est aussi éditorialiste au quotidien Le Matin 32. Ce séjour à Moncton dans le Nouveau-Brunswick occupe une place importante dans l'itinéraire de Gérard Étienne puisque c'est à partir de ce moment qu'il va mener une triple carrière de professeur, de chercheur et d'écrivain. Il va s'engager dans divers champs d'activités intellectuelles, activités aussi bien académiques en enseignant la linguistique et le journalisme à l'université de Moncton, que journalistique en collaborant aux journaux de la province, et littéraire en réalisant une œuvre magistrale. L'engagement d'Étienne témoigne de son implication politique, de son intégrité humaine et de son courage. Il dénonce en effet l'oppression, l'asservissement et surtout la domination, partout où elle rampe et sévit. Malgré 2 comas et une opération au cerveau, il continue à écrire pour l'hebdomadaire Le Voilier 33. Et malgré surtout une agression d'ordre politique en 1993 relatée dans L'Injustice, la désinformation, le mépris de la loi 34, il poursuit sa lutte pour le changement dans son pays d'origine. Depuis cette date, il a collaboré au journal Haïti Observateur jusqu'à son décès. Mais c'est sur le plan de la création littéraire qu'il va enraciner une présence progressive dans la littérature haïtienne de la diaspora, lui apportant une autre visibilité par une puissance fabuleuse de l'imaginaire et de la diversité thématique. Il met sa plume au service de la réalisation d'essais qui révèlent ses connaissances dans une nouvelle discipline en sciences humaines, l'anthroposémiologie 35, et aussi au service de la production d'études inédites parues dans des revues et un ouvrage collectif 36, d'expression poétique 37, nouvelliste 38 et d'une pièce théâtrale 39. Cependant, c'est sa production romanesque qui va l'ériger au rang d'un des grands écrivains haïtiens contemporains. Traduite en plusieurs langues étrangères. En allemand 40, en anglais 41, en italien 42 et en portugais 43, elle lui a permis d'atteindre une renommée internationale et d'être récipiendaire de plusieurs prix et distinctions littéraires 44. Commencé par son premier roman, Le Nègre crucifié 45, paru en 1974, avec lequel il fera une entrée fracassante dans la littérature de la diaspora haïtienne jusqu'à Au bord de la falaise 46, en passant par Un ambassadeur macoute à Montréal 47, Une femme muette 48, La reine soleil levé 49, La pacotille 50, La romance en do mineur de Maître Clos 51, Vous apostrophe, Êtes pas seul 52, et Au cœur de l'anorexie 53, l'œuvre de Gérard Étienne est variée et multiple. Elle est dotée d'une écriture féroce qui évoque la douleur et la violence, l'exil, la quête identitaire, l'indicible descente aux enfers du pays natal, la misère ainsi que les souffrances subies par un peuple abattu, anéanti, sans cesse livré à l'enfermement, à la disparition et aux exécutions. Pour Lucienne Nicolas, son œuvre romanesque s'offre comme un témoignage de sa vie personnelle, ou une prise de parole pour dénoncer toute forme d'aliénation. C'est ce qui explique que le thème de la Révolution, en vue d'un changement, orchestre tous ses romans. Il les écrit avec un imaginaire façonné par les années de souffrance vécues dans son pays natal, oscillé entre un jeu, sujet et objet, qui n'arrive pas à faire le deuil de ce passé d'horreur, et un il, personnage haïtien qui représente l'autre, le démuni, l'exploité, qu'il observe dans la société d'ici ou de là-bas auquel il prête sa voix. Alexis dans Un ambassadeur macoute à Montréal, Marianne dans Une femme muette, Mathilda dans La reine soleil levé 54. La critique qui s'est penchée sur l'œuvre de Gérard Étienne
a rapidement remarqué que son écriture ne peut pas être cantonnée dans son militantisme contre la dictature du valliériste. Elle est riche de thématiques nouvelles qui prennent comme cadre référentiel le pays natal et la terre d'accueil. Elle brasse l'horreur et les ténèbres d'un passé douloureux qu'il cherche à exorciser, la mémoire nostalgique d'une enfance perdue et la hantise d'un arrachement des origines, pour se planter dans un ailleurs lointain où il évolue en pansant la blessure de son exil intérieur et extérieur. Elle fait partie de lui, exigeante et même effrayante dans l'ampleur de la révolte qu'elle dégage. Par un imaginaire fécond à travers lequel il présente la désillusion, la déchéance et le chaos, il parle au nom des esclaves, des exclus, des démunis et des damnés de la terre. C'est le cri d'un révolutionnaire engagé, visant à éveiller les consciences, qui dénonce les drames, les injustices, les inégalités et les cruautés que subit une humanité brisée et ravagée. Prenant au sérieux la responsabilité de l'écrivain, il garde les yeux ouverts sur la tragédie haïtienne, sur le mal pernicieux qui ronge de l'intérieur la société d'accueil et sur le monde touché par des atrocités universelles. Se situant entre fiction et réalité, mêlant lyrisme à l'engagement politique, Étienne, intransigeant avec lui-même, réalise une production romanesque qui trouve une profonde résonance chez divers critiques qui l'étudient en anglais 55 et en français, allant du général au particulier, en abordant différents thèmes et sujets 56. Des études pointues ont été effectuées sur le nègre crucifié 57, un ambassadeur macoute à Montréal 58, une femme muette 59, la pacotille 60 et la romance en do mineur de Maître Clos 61. Il y a lieu de souligner aussi des notes de lecture sur quelques romans à savoir le nègre crucifié 62, un ambassadeur macoute à Montréal 63, la reine soleil levé 64 et la pacotille 65. Il est important de noter que l'ouvrage réalisé par Daniel Dumontet, L'esthétique du choc, Gérard Étienne ou l'écriture haïtienne au Québec 66, indique bien l'engagement de l'écrivain, aussi bien dans le fond que dans la forme. Les diverses études insistent sur la particularité de son écriture qui touche des sujets brûlants, et montrent clairement la nécessité, voire l'urgence pour Étienne de mettre à nu l'inacceptable d'un vécu haïtien et les maux terribles qui continuent de faire souffrir un peuple et un pays. Pour l'écrivain, l'acte d'écrire est une obligation d'être honnête et courageux, capable de déceler les menaces qui se profilent à l'horizon et de les désigner avec force et détermination. C'est un acte de résistance pour afficher ses convictions, d'écrire le drame de son pays et pour contester ouvertement le pouvoir qui, sous toutes ses formes, oppresse et condamne à l'exclusion ainsi qu'à l'exil. De son vivant, Gérard Étienne était un membre actif du Conseil international des études francophones, CIEF, le soutenant depuis sa création en assistant à toutes ses rencontres et manifestations intellectuelles. Ni la maladie ni la faiblesse de son corps ne l'avaient retenu loin du congrès qui s'est déroulé à Limoges 67, toujours fidèle à ses engagements et à son sens de loyauté. À la triste annonce de son décès, des témoignages d'amis et de collègues ont fusé de partout. Et lors du congrès qui s'est déroulé à la Nouvelle-Orléans 68, Lélia Young a dirigé 2 séances qui lui ont été réservées, animées par différentes interventions. À la fin de ce temps consacré à Gérard, où l'assistance composée d'anciens amis et de nouveaux visages était considérable, nous avons présenté notre hommage poétique 69 et, saisissant cette occasion spéciale, avons manifesté l'intérêt de faire un ouvrage sur son œuvre romanesque qui est plus facilement disponible que ses ouvrages poétiques. D'autres collègues 70 ont également exprimé le souhait de faire un ouvrage sur lui, initiative que nous avons vivement applaudie, en espérant que de nombreuses communications et études continueront à se pencher sur l'œuvre de ce grand écrivain de la diaspora haïtienne. En grand nombre, amis et collègues ont répondu favorablement à l'appel lancé pour contribuer à un ouvrage consacré à l'œuvre romanesque de Gérard Étienne, et lui rendre un vif hommage en s'interrogeant sur son parcours littéraire. Issu de tous les horizons pour faire entendre le caractère polymorphe de l'œuvre et la soumettre à plusieurs analyses et différents points de vue, chaque collaboratrice a déterminé le choix du texte à étudier, se donnant pour objectif de le présenter selon une approche personnelle et selon la thématique choisie. Chaque écrit regorge en effet d'une multitude de perspectives à démontrer et à analyser. La pérennité de l'œuvre a montré sa richesse empreinte d'une actualité constante et de ses effets dans tous les champs littéraires et sous toutes les formes où elle se manifeste.
politiques, sociales, religieuses et humaines. Ainsi, il en est résulté des regards composites regroupant des analyses inédites et tout à fait pertinentes sur une traversée littéraire diachronique, multiple et plurielle. Comme en témoigne la variété des études, on n'aborde pas sans appréhension l'œuvre de Gérard Étienne, du fait que sa complexité continue d'en susciter l'intérêt, même après avoir été l'objet d'applications de diverses grilles théoriques. En fait, les textes réunis ici confirment la force de relance d'une œuvre romanesque née au début des années 70 et qui reste profondément marquante et imposante par plusieurs traits, tant formels que thématiques. Sa présence et sa continuité reposent sur les réactions tranchées qu'elle suscite, et qu'elle suscitera encore suivant l'évolution et les décentrements de l'époque contemporaine, devenant sujet ou objet de réflexion personnelle. Les différentes études présentées dans cet ouvrage ont pour but de dégager les grandes lignes thématiques, idéologiques, stylistiques et discursives qui caractérisent l'œuvre romanesque d'une des voix les plus originales des écrivains haïtiens de la diaspora. L'ensemble des textes réunis ici montre la force et l'originalité d'une écriture particulière reflétant une période et son évolution. À travers elle, on découvre que la vie de Gérard Étienne n'était qu'une longue suite d'épreuves douloureuses et de luttes incessantes contre l'injustice, l'abus de pouvoir, l'intolérance et la dictature sous toutes ses formes. De cet ensemble apparemment hétéroclite ressort pourtant une étonnante cohérence perceptible dans les connivences qui transparaissent d'un texte à un autre, au-delà de la diversité des genres et des pratiques qui font l'objet des analyses. L'œuvre de Gérard Étienne présente tous les aspects d'un rapport de l'homme à son temps, à son milieu, avec cette sensibilité de l'écrivain à la revendication d'une liberté humaine digne et respectueuse. Sa production littéraire, de nature constante et aux manifestations variées, illustre les tensions qui existent entre blessures du pays natal et déception de la terre d'accueil, cette dernière étant caractérisée par l'isolement affectif et la difficulté d'intégration ainsi que par la volonté aguerrie qui l'emporte sur toute contrainte familiale, sociale ou institutionnalisée. Ainsi se crée dans son œuvre et dans le récit antillais québécois moderne, la voix de l'autre qui se représentera dans une surdétermination parfois féroce de l'altérité et de ces passions humaines déchaînées du racisme. Cette prise de conscience de ces différences, mais également celle du fait qu'il les maintient pour les affirmer, produit chez lui la stratégie ultime du déraciné, à savoir la création de sa propre étrangeté. On décèle chez Gérard Étienne une douleur intérieure qui s'exprime dans son écriture, et qui en dit long sur le déchirement du moi. À travers la création de voies narratives qui émaillent les espaces romanesques de ses textes, il cherche à léguer un héritage, une mémoire pour aller contre l'oubli du temps. C'est ce qui s'est produit dans la réalisation de La Pacotille. Pour lutter contre la maladie et l'affaiblissement de son esprit, il élabore un parcours rapide de principales figurations dans ce roman, qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité, mais permettent cependant d'en saisir la variété aussi bien que leur cohérence, dont l'écrivain tient à rappeler l'existence et à inscrire la présence. À ce sujet, Natania affirme que Gérard écrit La Pacotille après son hospitalisation et ses 2 chirurgies au cerveau, à la suite d'hémorragie subdurale. Il a eu à l'hôpital un épisode d'amnésie totale en mai 1989 après la chirurgie, et il en a une autre partielle en octobre 1989. Sa mémoire récente est affectée, et celle passée est moyenne aussi. Nous reconstruisons sa mémoire heure par heure, jour par jour pendant au moins 1 an. Il ne reçoit aucune thérapie pour ça, d'autant plus que le centre qui pourrait la faire n'est pas à Moncton, et que mon travail et nos 2 enfants adolescents font que je peux difficilement me déplacer, et nous décidons que nous ferons la reconstruction ensemble. Je suis très contente à ce moment-là que Gérard m'ait confié dans le passé tous les détails de sa vie, ainsi que le fait que je parle créole. J'avais pensé que c'était important pour mieux le connaître. Il faut reprendre chaque événement dans les 3 modes à maintes reprises. À la conférence du CIEF à Québec, l'écrivain haïtien Joël Desrosiers montre un réel courage en parlant de La Pacotille durant la conférence, étant donné que Gérard est boycotté depuis l'agression qu'il a subie sur le terrain de Radio-Canada. Il fait un exposé très intéressant, mais je relève 2 remarques qui me surprennent en effet. D'un côté, il montre son incompréhension du fait que le personnage principal s'appelle Ben Shalom puisque selon lui cela n'a aucun rapport avec Gérard Étienne et de l'autre, il dit avoir dénombré 250 personnages québécois,
ce qui selon lui est une façon de lécher ce milieu lui paraissant exagérée. Je suis intervenu pour dire que la partie judaïque d'autres que moi y répondront à l'avenir, mais que dans le cas des 250 personnes, je suis heureuse que Gérard ait pu retracer dans sa mémoire ces gens qu'il a côtoyés au Québec et qui représentent sa mémoire moyenne qu'il a péniblement, avec toute sa volonté, reconstruite au bout de sa plume dans la solitude de son bureau. Le neurochirurgien qui l'opérait, le Ghanéen Dr Carty, à qui j'en ai parlé, m'a dit que c'était un phénomène très intéressant. Ceux qui ont connu Gérard Étienne par la suite, soit comme amis, collègues, étudiants ou ennemis farouches, même probablement ceux-là plus que les autres, peuvent témoigner que jusqu'à la fin sa mémoire n'a jamais flanché 71. Bien que toute la production romanesque de Gérard Étienne fasse résonner cette croyance de militantisme et d'engagement, qui situe le combat de l'écrivain et de l'intellectuel en dehors de l'espace de l'idéologie dominante, il n'en demeure pas moins que l'œuvre, aussi bien dans sa particularité que dans sa totalité, offre un corpus semé de découvertes insoupçonnées et d'investissements considérables du savoir historique, politique et humain qui, loin d'être un simple ornement, est partie prenante structurelle de toute sa démarche d'écriture. Cette qualité souligne après 40 ans, non seulement son statut d'œuvre charnière dans l'évolution littéraire haïtienne au Québec, mais bien entendu sa richesse stylistique, idéologique et thématique, qui se révèle véritablement inépuisable. Gérard Étienne s'est rarement posé la question de comment raconter la réalité, la tragédie haïtienne. C'est qu'elle est lourdement réaliste, d'un réalisme accablant d'actes de violence extrême. Il l'a fait de roman en roman, comme si littérature et réalité étaient une seule et même chose. Mais le roman peut-il dépeindre la réalité dans sa face cachée et apparente ? Ainsi, conscient que réalité et littérature sont deux choses distinctes, voire opposées, en tant que voix haïtienne en exil, Étienne a écrit pour aller au-delà de l'impuissance expressive de la parole. Si la littérature est artifice, simulacre, forme, à ses yeux en qualité de véritable écrivain engagé, la réalité est un problème, pas un prétexte. Elle doit être étalée et dévoilée véridiquement pour affirmer dans une prise de position consciente sans pareil les maux qui rongent son pays natal, condamné à la dérive et au chaos par les tenants du pouvoir politique, année après année. Pour lui, la réalité ne doit être ni inventée ni dépeinte artificiellement pour servir d'autres intérêts malhonnêtes de ces écrivains opportunistes qui vendent la misère de son peuple, s'enrichissant sur son dos en le décrivant assujetti et anéanti dans un monde déchu. Gérard Étienne agit et réagit. Son écriture virulente pose des questions mettant en cause le système en place qui a tracé le destin d'Haïti devenu incompréhensible, et dégage le désarroi et le déchirement de son peuple écrasé sous le poids de l'injustice et de l'arbitraire étatique. Au lieu de théoriser, il fonde des romans sur la problématique haïtienne, faisant de l'entreprise de son écriture un acte authentique en accord avec le mouvement de la vie, pour exprimer la réalité du vécu social et politique qui l'entoure avec ce qu'il comporte de lutte et de conflit. La stratégie narrative est invariablement la même, minutieuse peinture de mœurs, langage parlé, intrigue populiste, croyances religieuses, déchirure identitaire, errance dans l'exil. Elle exclut presque complètement le faux et le superflu, comme si l'imagination ne pouvait rien ajouter à la réalité. En fait, dans sa diversité, son œuvre fermement imprégnée par son expérience personnelle et par les événements qu'il a vécus, n'échappe pas au malaise dont elle veut rendre compte. Toutes les formes de lutte, de révolte et de contestation lui ont été chères. Il les a façonnées, il les a adoptées, il les a lancées haut et fort, il les a maintenues vivaces. Dans son œuvre, la voix forte qui a incarné la liberté de l'être demeure toujours présente. Et elle le restera pour toujours. Alexandru Matei. Université Spirou Arret, Bucarest. Roumanie. Le nègre crucifié, une sorte d'éloquence rageuse, la voix qui crie, la main qui écrit. Nous commémorons 1 an depuis la mort de Gérard Étienne, un des écrivains haïtiens qui ait contribué à la construction d'une conscience nationale durant les 3 décennies de dictature féodale, 1957 à 1986, duvalliériste et qui ait porté la révolte artistique à son expression paroxystique. Émigré au Canada en 1964, il est l'auteur de 9 romans, d'autant d'essais, d'un volume de théâtre et d'un recueil de nouvelles. Mais sa carrière littéraire avait commencé par quelques recueils de poèmes,
dont le premier, Au milieu des larmes, paraît en 1960. Ces écrits sont en premier lieu, comme leur auteur tient d'ailleurs à le souligner, des témoignages, les témoignages de souffrances atroces que le jeune Gérard Étienne, né le 28 mai 1936 au Cap-Haïtien, a franchi depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'il quitte le foyer paternel pour ne pas accepter les croyances vaudoues d'un père despotique. Il arrive à Montréal en 1964, où il suit les cours de lettres à l'Université de Montréal. Puis, en 1974, il devient docteur en linguistique de l'Université de Strasbourg. Depuis 1971, il est professeur à l'Université de Moncton. Tout au long de sa vie, il a poursuivi sa carrière de journaliste, militant en Haïti, plutôt culturel depuis son arrivée au Canada. La manière dont j'aborde le premier roman de Gérard Étienne, Le Nègre crucifié, 1974, il a alors 38 ans, est décisive pour ce que j'en fais. Elle relèvera d'un des deux paradigmes méthodologiques et heuristiques en cours dans les facultés de lettres du monde. Études littéraires, d'une part, qui hérite de cette discipline disparue qui s'appelait rhétorique et dont Roland Barthes en fait l'éloge funèbre sur la terre américaine en 1966, lors du fameux colloque de l'université Johns Hopkins qui a introduit aux États-Unis ce que dès lors S' appelle French Theory 72, ou bien études culturelles, apparu aussi bien pour dénicher les contenus idéologiques des textes et leur politique implicite ou explicite que pour constituer un espace culturel égalitaire et libre, après des siècles d'histoire écrite et donc consacrée par la culture occidentale. Je crois que les deux approches peuvent communiquer entre elles, et que chacune est en droit d'amender. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.